Tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Ça a été une tragédie absolument déchirante que ce suicide d'Amélie Champagne, la mort d'Amélie Champagne, qui disait, il y avait deux affaires. Elle avait la maladie de Lyme avait une espèce de parcours dans le réseau de la santé entre les cantons de l'Est et Montréal. À se faire renvoyer, n'avoir jamais une véritable prise en charge. Et le père d'Amélie Alain Champagne, avait pris la parole publiquement là, pour dénoncer la situation, lancer en même temps, je pense, pour tous les autres jeunes ou toutes les autres personnes qui vivraient des cas semblables à sa fille, lancer une espèce de cri du cœur. On a eu hier le rapport de la coroner, maître Julie-Kim Godin, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Merci de votre invitation et de votre intérêt aujourd'hui. Bon, parlez-nous de vos conclusions. Là. Vous avez l'impression que d'une personne qui a été ballottée d'un endroit à l'autre dans notre système de santé? En fait, la trajectoire de vie, les circonstances entourant le décès de Mme Champagne nous ont permis de mettre en lumière des enjeux vraiment liés à la prise en charge de la maladie de Lyme et en santé mentale. Son parcours nous a aussi illustré le phénomène vraiment préoccupant des portes tournantes en santé mentale au Québec et puis des nombreux problèmes de communication, puis d'arrimage des services dans le réseau de la santé. Donc, tous ces enjeux qui ont été mis en place nous ont permis de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour prévenir des décès et surtout l'importance d'agir en amont avant qu'une personne en vienne à avoir des comportements et des gestes suicidaires. Il y avait eu une question, vous parlez des portes tournantes là, dans le réseau de la santé, en particulier en santé mentale. Il y avait eu à ce moment-là une histoire de région aussi, là, de dire, là, est-ce que tu es prise en charge, tu te présentes dans une région, mais c'est pas la région administrative à laquelle tu es attaché, puis là, on comprend que derrière ça, chaque région a ses budgets. Est-ce que ça, vous avez retrouvé cette dimension-là dans votre rapport, dans votre étude? Oui, puis c'est pas un phénomène nouveau. En fait, le principe, la loi prévoit qu'une personne peut consulter là où elle le souhaite, qui elle le souhaite. Donc, si une personne est de Montréal, elle peut aller consulter dans un autre centre hospitalier. Puis en fait, on sait, là, Montréal, c'est grand. Il y a plusieurs CCCIUS à Montréal. Donc, elle peut aller consulter là où elle le souhaite. Si elle n'est pas à l'aise, par exemple, d'aller dans son centre hospitalier de son quartier, elle peut aller ailleurs parce que pour une multitude de raisons personnelles. Et c'est ce qui s'est passé. On a également vu que dans le réseau de la santé, plus particulièrement en santé mentale, on a le réflexe de référer les gens dans leur quartier. Lorsqu'elle a passé au Douglas, on lui a offert de rester, mais si elle ne restait pas, le réflexe, c'est de dire, retourne à l'hôpital de ton quartier, retourne au CLSC de ton quartier. À Sherbrooke, la même chose. On l'a pas hospitalisée. On a tout de suite pensé à, puis pour les gens qui connaissent pas l'histoire, une fois qu'elle a consulté au Douglas, elle a reçu son congé, elle est retournée chez elle et dans les heures qui ont suivi, elle a fait une tentative de suicide en Estrie. Et c'est ainsi qu'elle a été amenée à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. À l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, très, très, très rapidement, on a tout de suite pensé à la transférer dans son hôpital là, qui est affilié à son code postal. Madame, elle n'avait pas fait de demande express de retourner à Montréal, mais on dirait que c'est dans les gènes ou dans les réflexes des gens, on veut retourner les gens dans leur secteur. Ouais. Et puis, je comprends que derrière tout ça, il y a des bonnes intentions. On veut que les gens puissent retourner dans leur quartier, être proches de leur famille, recevoir facilement des services sans avoir à se déplacer sur plusieurs kilomètres. Mais le résultat, c'est que s'ils sont en détresse, ils sentent renvoyés d'une porte à l'autre, ils se sentent abandonnés, ils sentent qu'il n'y a personne qui prend complètement au sérieux, en charge leur histoire. Exactement. Quand quelqu'un consulte, puis des fois, ça prend tout le petit change d'une personne, là. Puis ça peut être très stigmatisant là, de consulter puis d'aller dans une urgence psychiatrique. Une fois que la personne est là, il faut l'accueillir parce que si tout de suite on lui dit t'es pas à la bonne place, on te renvoie ailleurs, mais comme vous le dites, la personne va se sentir rejetée, elle va se sentir ça sera impossible, là, ou en tout cas très difficile de créer une alliance, un lien de confiance avec elle.
Vous avez utilisé une expression, je l'avais pas vue ou pas vue souvent, en tout cas, dans votre rapport. Vous avez parlé de l'errance médicale. Décrivez-nous ce que vous entendez par errance médicale. Madame Champagne a consulté à travers les années une multitude de médecins parce qu'elle présentait plusieurs symptômes qui bouleversaient sa vie, qui l'affectaient, qui l'empêchaient d'avoir la pleine jouissance de sa vie. Donc, elle a consulté à travers les années d'innombrables médecins. Elle rebondissait d'un médecin à l'autre dans le réseau public sans qu'il y ait vraiment là, de fil conducteur. Quand un ne pouvait pas faire quelque chose, il la renvoyait à un, à l'autre. Éventuellement, on l'a référé à un microbiologiste infectiologue en Estrie. Elle a été mise sur une liste d'attente. Elle a attendu plus d'1 an, puis malheureusement, elle est décédée avant que un microbiologiste du CIUS là, de l'Estrie la prenne en charge. Donc, elle a passé une période significative de sa vie sans obtenir de diagnostic pertinent, sans qu'on puisse trouver l'origine de ses maux, de ses symptômes. Puis elle a aussi eu l'impression qu'on banalisait ses symptômes, sa condition, et ultimement, elle s'est tournée vers le réseau privé pour obtenir des réponses. Mais ce que vous Donc, décrivez, années qu'on n'a pas réussi à est-ce que vous décrivez, parce que j'ai suivi beaucoup de cas, j'ai écrit là-dessus sur la maladie de Lyme, est-ce que vous décrivez, c'est exactement le parcours du combattant de nombre de personnes qui ont été aux prises avec la maladie de Lyme, qui disent, parmi la communauté médicale, il y en a qui nient l'existence de la maladie, de moins en moins, mais quand même, ou qui la reconnaissent pas. J'ai eu des gens qui me disaient, les tests diagnostiques, il a fallu aller les passer à Boston ou au privé. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce propos-là, de la maladie de Lyme dans vos investigations? Premièrement, la maladie de Lyme, vous l'avez dit, c'est une maladie qui est qui est relativement nouvelle, qui est émergente, qui est récente. La maladie de Lyme et ses co-infections représentent un défi hyper complexe, tant pour les patients que pour les professionnels de la santé. Il n'y a pas encore de consensus scientifique. Les connaissances sont donc en constante évolution, puis continuent de faire l'objet de débats scientifiques. Il y a et cette situation-là fait en sorte que, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui doivent parcourir un parcours du combattant. Donc, c'est important que les usagers aient maintenant accès en temps important à une prise en charge de qualité. Il faut que les délais d'attente là, pour consulter un spécialiste dans le réseau public soient réduits pour que les gens puissent avoir des réponses, n'aient pas à aller se tourner aux États-Unis ou dans un autre pays pour obtenir des réponses. Il faut que les connaissances évoluent. Il faut qu'il y ait du développement à ce niveau-là. C'est une mort qui aurait dû être évitée? Pour moi, vous allez dire peut-être que c'est utopique, mais pour moi, tout décès par suicide aurait pu être évité. Et que des occasions, en fait, il n'y a que des occasions manquées dans le parcours de Mme Champagne. Pour moi, son décès aurait pu être évité. Maître Godin, merci d'avoir été avec nous. Maître Julie Kim Godin, coroner responsable de cette enquête sur la mort d'Amélie Champagne.